RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Comment retracer l'histoire d'une congrégation religieuse pour le grand public ? L'auteur Jean Balde est une femme. Elle est née en 1885 à Bordeaux, sous le nom de Jeanne Allemand. Elle a suivi une formation d'histoire et de littérature et a commencé à écrire en s'inspirant du nom de son oncle Jean-François Bladet, historien et collecteur de contes gascons. Ainsi, Jeanne Allemand devint Jean Balde. Elle fut un écrivain prolifique. En 1932, elle travaillait sur une biographie de Jeanne de Valois. Quand au cours de ses recherches, elle fut détournée de ce projet par un coup de foudre spirituel pour Marie-Thérèse de Lamourou, née en 1754 et fondatrice à Bordeaux en 1801 de la Maison de la Miséricorde, qui offrait un asile aux prostituées démunies et désirant changer d'état. La maison devint une congrégation religieuse avec une hiérarchie, un règlement et un costume approuvés par le pape. Des milliers de filles furent accueillies. Jean Balde écrivit cette histoire dans Les Dames de la Miséricorde, ouvrage historique qui se lit comme un roman. Quelles astuces narratives a-t-elle donc utilisées ? Pour commencer, les 2 premiers chapitres sont déroutants. Chapitre 1. Une prostituée en errance dans le vieux Bordeaux, à la merci de la brigade des mœurs, tombe par hasard sur la Maison de la Miséricorde. Nous la laissons à la porte. Chapitre 2. Une réflexion de l'auteur où elle explique comment elle a été choisie par le sujet Marie-Thérèse au détriment de Jeanne de Valois. Elle conclut ce chapitre ainsi. On ne résiste pas à Mademoiselle de Lamourou. Nous ne cherchons pas nos sujets. Ce sont eux qui nous élisent pour y régner. Les fibres vibrantes de notre cœur. Ainsi, le lecteur est amené à aimer le sujet, car l'auteur nous fait emprunter son propre chemin, en nous déstabilisant un peu, puisque les 2 chapitres n'ont pas vraiment de lien. Le lecteur est pris dans un filet de narration et poursuit sa lecture pour savoir où tout cela va mener. Cela mène notamment au descriptif des persécutions de catholiques pendant la Terreur. La famille de Marie-Thérèse, des parlementaires, est contrainte à l'exil dans ses propres terres, à la campagne, quand d'autres, notamment des religieux, ont dû s'exiler à l'étranger. Les Lamourou s'établissent dans une maison discrète. La Révolution une fois terminée, ils repartent à Bordeaux. Mais Marie-Thérèse reste dans ce qu'elle nomme son ermitage, où elle s'occupe des démunis. Le récit historique s'est transformé. Nous nous retrouvons à présent plongés dans une sorte de conte romantique ayant pour cadre un ermitage frais et paisible, habité par une sainte idéalisée. Ainsi, Jean Balde mêle ce que j'appelle les voies narratives. Tout lecteur y trouve son plaisir. Les amateurs d'ouvrages historiques et les amateurs de contes. Plus loin, elle ajoute une voix de grand prix, celle de Marie-Thérèse. Cette dernière, ayant quitté son ermitage et étant revenue à Bordeaux, a commencé à s'occuper de 2 ou 3 prostituées qu'elle appelle repenties. Et la maisonnée s'est considérablement peuplée au fil des années. Obligeant Marie-Thérèse à trouver des logements, de l'argent pour pouvoir nourrir les pensionnaires et surtout des partenaires pour leur donner du travail, principalement des travaux de couture. Pour ce faire, elle fait des voyages à Paris pour trouver des aides financières. Pendant ces séjours, elle écrit de nombreuses lettres.
Jean Balde en recopie certaines, où l'on ne peut que sentir l'énergie sans faille de Marie-Thérèse. Parlons de vous, chers enfants de mon cœur. D'abord, de vous 5, puis des 3, puis de toutes les classes. Comment vont tes courses, ma pauvre Fanny? Comment va la couture, ma chère heureuse? Ou encore, je fais tout ce que je peux, rien n'est oublié. Visite, et par conséquent en voiture, tout marche. Le bon Dieu fera tourner cela comme il lui plaira. Mais il fait aimer la miséricorde. Et me donne par conséquent beaucoup de protecteurs. À travers ces lettres, nous comprenons que la congrégation est organisée en classes, comme à l'école, que la direction en est assurée par des membres de confiance, et que trouver de l'argent est une activité à part entière pour la fondatrice. Le lecteur traverse ainsi plus d'1 siècle dans la maison des Dames de la Miséricorde. On y découvre qu'elles sont unies par l'alternance épuisante de moments de disette et de moments d'abondance. On parle beaucoup d'argent dans ce livre, mais aussi de dons de soi. Car les Dames de la Miséricorde, ce sont tous les hommes et les femmes qui ont donné un peu d'eux-mêmes pour sortir de la rue des prostituées et leur offrir non le luxe, mais une vie pleine de travail, de sens et de foi. Ce qui a fait le succès de cette maison est que les filles étaient totalement libres d'y entrer et d'en sortir. La maison ferma ses portes en 1971, mais une petite succursale féconde ouvrit dans le village où Marie-Thérèse avait tenu son premier ermitage. Le grain semé reste en terre. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Alongue.